Et pour ça, j'ai l'immense joie d'accueillir une des spécialistes du sujet. C'est une amie très chère, je l'ai rencontrée il y a quelques temps, nous avons échangé sur pas mal de sujets. Dora, bienvenue. Alors c'est une femme très intelligente, plus intelligente que moi. Je te remercie infiniment d'être venue. Bonjour à tous, mon nom c'est Dora Gamaoun, je suis directrice placement chez Optimum Gestion de Placement. Dans mon rôle, je gère à peu près 4 milliards de dollars entre des fonds obligataires et des actions ordinaires nord-américaines principalement, des actions européennes. Donc quand j'ai commencé ma carrière il y a 10 ans, j'ai fait face parce que quand je gère des mandats, ça va être entre des clients institutionnels, à savoir les compagnies d'assurance, les pension funds et des particulier. Alors, quand j'ai commencé ma carrière il y a 10 ans, j'avais toujours le trac avant d'aller rencontrer les institutionnels. Je me dis, ils vont être très sophistiqués, je vais avoir du mal à leur vendre les produits financiers. Je me suis rendu compte que c'était le contraire. C'était très difficile de vendre les marchés financiers, à savoir les actions et les obligations, à des particuliers. Et vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une certaine réticence chez les particuliers, la plupart du monde, du marché financier. Pourquoi? Parce que ils ont tendance à penser que les marchés financiers, surtout la bourse, les actions, c'est un peu comme le casino. Il y a beaucoup de chances. On peut gagner beaucoup d'argent, on peut perdre beaucoup d'argent, et donc ils veulent pas, même s'ils veulent mettre, ils veulent mettre une toute partie de leur argent et le reste, ils veulent le garder cash. Ils ont cette peur. Et cette peur vient principalement d'une non-connaissance des marchés et de la dynamique des marchés, parce que certes, la bourse ou les actions, les obligations, il y a des risques, mais ces risques peuvent être maîtrisés si on comprend c'est quoi ces risques et comment les gérer. Donc aujourd'hui, c'est pour ça on va parler un peu des marchés financiers, on va démystifier les dynamiques des marchés financiers et comment on peut faire de l'argent dans les marchés financiers et maîtriser les risques, diminuer le risque et maximiser le rendement. C'est quoi les marchés financiers déjà? C'est quoi un marché financier? Un marché financier, c'est un lieu physique ou virtuel. Aujourd'hui, c'est plus virtuel, où les acteurs du marché, à savoir les acheteurs, les vendeurs, se rencontrent pour transiger des produits financiers. Maintenant, c'est quoi un produit financier? Les produits financiers les plus connus, c'est les actions et les obligations. Maintenant, pourquoi l'existence du marché financier? Pourquoi il y a des actions, des obligations? En fait, si on creuse un peu plus dans les marchés financiers, il y a deux types de marchés financiers. Il y a le marché financier primaire, il y a le marché financier secondaire. Maintenant, le marché primaire, c'est quoi? En fait, c'est simple. Une compagnie alpha dans le monde, elle a une ligne de produits, elle veut rajouter un nouveau produit. Ils n'ont pas l'argent. Alors, ils ont besoin d'un financement. Pour se financer, il y a deux types de financement. Ils peuvent ou émettre des actions, ça veut dire quoi? Ils viennent à des investisseurs, ils disent moi j'ai besoin d'argent pour créer ce produit, je vous donne une partie de ma compagnie et vous me donnez l'argent. Moi en tant qu'investisseur, je crois dans la compagnie, je vais investir, je vais leur donner de l'argent et je vais prendre une partie de la compagnie. Ça s'appelle les actions. Et donc ça c'est le marché primaire des actions qu'on dit les IPOs. Une autre façon de se financer, c'est de créer de la dette. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire je veux de l'argent en tant que compagnie, mais je veux pas donner une partie de ma compagnie. J'ai besoin d'un prêt. Je vais voir les investisseurs. J'émets des obligations. Les investisseurs, ils vont me donner de l'argent parce que eux, ils ont besoin, en fait, en donnant de l'argent, la compagnie doit leur donner un intérêt. Let's say 5%. 5% sur 30 ans. Donc, je vais recevoir 5% sur 30 ans. À la fin de mes 30 ans, ils vont me redonner mon argent. Et la compagnie, elle va, en fait, emprunter. C'est comme si moi, je suis une banque. Et ça s'appelle les obligations. Les obligations sont moins risquées que les actions parce que si la compagnie fait faillite, les premiers qui vont être payés, comme on sait très bien, la banque d'habitude, elle est la première à être payée si vous avez un problème avec votre appartement ou quoi que ce soit. Et la même chose pour la dette ou les obligations. Donc ça, c'est le marché financier primaire. Une fois j'ai les actions ou les obligations, je peux les transiger sur le marché secondaire, c'est-à-dire j'ai pas besoin d'attendre 30 ans pour sortir de mon obligation, je peux le vendre sur le marché secondaire et donc c'est beaucoup plus liquide que par exemple l'immobilier ou autre chose où ça prend des mois, c'est instantané de vendre les produits financiers, à savoir les actions et les obligations. Maintenant, on entend toujours tous les jours les marchés montent, baissent et ça crée une peur chez le monde. Ils disent mais moi je mets mon argent, qui me dit que demain il va pas baisser? En fait, tout d'abord, pourquoi le marché monte et baisse? C'est quoi les facteurs primordiaux? Quand vous lisez les journaux ou quoi que ce soit et vous voyez que ça monte, cherchez toujours
pourquoi. Et dans les pourquoi, on va trouver les facteurs les plus connus ou les plus majeurs. Donc, il y a les facteurs macroéconomiques, c'est-à-dire quoi? Les macroéconomiques, c'est-à-dire c'est relié à la croissance économique. Par exemple, les chiffres de PIB. Si le PIB de la France monte, c'est-à-dire l'économie va bien, donc les compagnies vont être plus profitables et donc moi, en tant qu'actionnaire, mon action va augmenter. Et inversement, par exemple, aujourd'hui, on parle d'inflation. L'augmentation des taux d'intérêt va en fait rendre plus difficile aux entreprises d'emprunter et donc d'augmenter, par exemple, d'augmenter leurs produits, etc. Donc, ça va rétrécir la taille des compagnies et c'est pour ça que les prix des actions baissent. Donc, ça, c'est des facteurs macroéconomiques. Il y a des facteurs qui sont géopolitiques. Ça, c'est plus, par exemple, ce qui se passe aujourd'hui en Russie et l'Ukraine. Donc, ça, c'est des tensions politiques que ça peut arriver dans le monde. Ça a un impact aussi sur les marchés financiers. On dit toujours que ces facteurs-là de marché, ils sont les moins prévisibles. Ça veut dire même si les gens qui travaillent en finance et ils font que ça, c'est très difficile de prévoir une guerre. Il y a les bénéfices des sociétés, bien sûr. Donc, si une compagnie comme Apple demain sorte un résultat qui est très mauvais, certes que on va voir le S&P 500, c'est-à-dire le marché américain baisser. Pourquoi? Parce que Apple, c'est un des plus gros titres dans le marché et ça aussi annonce un très mauvais surprise. Le monde, il s'attendait pas. Donc, si Apple est en trouble, alors il y a peut-être d'autres compagnies qui sont en trouble et c'est pour ça que les prix des actions baissent. Il y a le sentiment du marché. Le sentiment du marché, c'est nous, c'est les investisseurs. C'est-à-dire, si les investisseurs ont peur, on va trouver beaucoup de vendeurs dans le marché parce que ils commencent à dire il y aura une récession, je vais vendre. Il y a des indices comme le fear and greed qui montrent à quel point il y a la peur dans le marché où les gens ils veulent acheter plus. Les analyses techniques aussi rentrent dans le sentiment du marché. Et enfin, il y a la saisonnalité. En fait, les marchés financiers, c'est comme autre marché, il y a de la saisonnalité. Ça veut dire quoi? Par exemple, au début de l'année, les marchés financiers ont toujours tendance à mieux performer. Pourquoi? Surtout les institutionnels, ils ont des targets. Ils doivent, par exemple, faire 5% par année. Ils vont prendre beaucoup de risques au début de l'année parce que même s'ils se trompent, ils ont toute l'année pour se rattraper. Alors qu'à la fin de l'année, ils veulent pas prendre beaucoup de risques. Donc, du coup, on voit marchés financiers ont tendance, surtout les actions, c'est de janvier à mai, c'est les meilleurs mois de l'année dans la bourse. Maintenant qu'on a vu c'est comment les marchés financiers, c'est quoi les facteurs qui influencent le marché financier. Pourquoi devront investir dans les marchés financiers? Parce que certes, il y a des risques de fluctuation. Pourquoi on doit considérer comme quelque chose de très important à avoir dans un portefeuille? Prenons l'exemple du marché américain. Les marchés américains, la performance des marchés américains sur les 30 dernières années. À gauche, c'est la performance annuelle. L'immobilier américain a fait 11,3% par année. Les actions, 10,3% par année et les obligations américaines 5,1% par année. Ça veut dire quoi? En d'autres termes, si vous avez investi 1000 euros il y a 30 ans, aujourd'hui, vous l'avez investi en immobilier, vous aurez 28 000 euros. Si vous avez investi 1000 euros dans les actions américaines, vous aurez eu 21 000 euros et 3 800 000 euros avec les obligations. Donc, c'est 21 fois vous aurez fait votre argent. Donc, vous aurez vraiment augmenté. Sachant que dans les 30 dernières années, on a eu des crises. On a eu la crise de 2008, on a eu la crise récente. C'est pendant les 30 ans, on est passé par plusieurs cycles et même avec ça, on aurait fait 21 fois notre argent. Là, les marchés financiers ou la bourse, les actions, ils permettent d'accroître votre épargne sur le long terme. Et aussi, vous pouvez me dire, et je sais que les Français, vous adorez l'immobilier, mais pourquoi alors je vais juste acheter de l'immobilier? Certes, l'immobilier, moi je suis d'accord, c'est un super investissement, mais les actions permettent de diversifier votre portefeuille. Tout d'abord parce que l'immobilier, on a tendance à acheter que, par exemple, en France, alors que avec les actions, vous pouvez acheter des actions américaines, des actions chinoises, des actions canadiennes, partout. Vous pouvez aller partout et donc ça diversifie votre risque et aussi la liquidité. Vous pouvez acheter et vendre la même journée ou vous pouvez à tout moment, alors que avec l'immobilier, c'est plus difficile, par exemple. Et enfin, les actions ou les marchés boursiers permettent de protéger contre quelque chose que Dimitri, depuis tout à l'heure, il parle, c'est l'inflation. C'est-à-dire, si vous avez 100
100 000 euros il y a 30 ans, peut-être vous aurez pu acheter un appartement assez correct ici à Paris. Aujourd'hui, si vous avez décidé de ne pas investir vos 100 000 euros parce que vous avez peur des marchés, vous dites « Ah, moi je veux pas perdre de l'argent, je vais garder mon argent cash ». Aujourd'hui, vous aurez eu combien? 100 000 euros. Mais 100 000 euros, vous pouvez presque rien acheter sur Paris. Alors que si vous avez investi votre argent, même avec les hausses, les baisses, tout ce qui s'est passé dans le monde, vous aurez 2,1 millions d'euros. Vous pouvez acheter un super bel appart dans le centre de Paris. Donc, ça permet en fait de garder la valeur de votre argent. Moi, j'ai rencontré beaucoup de monde qui me disent « Non, moi je veux pas, je veux garder cash ». Je lui dis « Mais vous allez perdre de l'argent ». Ils me disent « Mais comment ça, je perds de l'argent? Moi, j'ai du cash, ça va pas perdre de l'argent ». Et c'est l'effet de l'inflation qui va vous faire perdre de l'argent. C'est-à-dire le fait de garder votre argent cash, c'est un investissement en tant que tel. C'est un investissement dans le cash. Maintenant, quand vous voyez ça, vous dites « Ah, c'est vraiment beau, les actions, je devrais vraiment m'y mettre ». Mais sachez que tout rendement vient avec un risque. Il n'y a pas quelque chose, si vous allez faire de l'argent avec, ça vient un risque. L'idée, c'est pas d'avoir peur du risque, mais de gérer le risque. Maintenant, comment on gère le risque des actions pour ne pas se tromper, pour ne pas avoir une mauvaise expérience dans les marchés? Tout d'abord, il y a deux risques qui sont très importants. Il y a le risque macroéconomique et le risque idiosyncratique. Commencez par le macroéconomique. Quand on parle d'économie, on parle de cycles. Dimitri, tout à l'heure, il a parlé comment il y a des cycles d'expansion dans l'économie, il y a des cycles de récession. Pendant la récession, tout va mal. Les gens perdent leur boulot, les actions baissent, ça va mal dans le monde. L'idée, c'est que il faut se protéger contre ça. Parce que une autre chose que j'ai remarqué quand je rencontre des clients, je dis ah, vous avez de l'argent, vous devez mettre cette partie-là dans les actions. Ils me disent ouais, mais ça fait 5 ans, les actions ne font que monter. Moi, je pense qu'il y aura une crise. Je vais acheter quand il y a la crise. Timer le marché ne marche presque jamais. Il y a personne qui peut permettre de timer le marché. Même nous, comme moi, je travaille sur les marchés financiers tous les jours et je ne peux pas. Je ne sais pas si peut-être dans un mois on aura une récession, peut-être dans 3 ans qu'on a une récession. Il n'y a personne qui le sait. Alors la meilleure façon, c'est vraiment d'échelonner vos investissements. Si vous avez 10 000 euros aujourd'hui et vous avez peur de perdre de perdre de l'argent, et moi, selon moi, c'est la meilleure façon de faire. Et en fait, d'échelonner. Dites, j'ai 10 000 cette année, je vais investir 2 000 euros le premier trimestre, 2 000 euros. La meilleure chose, c'est vraiment d'échelonner. Ou une des choses que, selon moi, c'est vraiment, et c'est même dans les calculs, si on fait un calcul de quelqu'un qui investit 200 euros par mois dans les marchés, vous allez faire un super beau rendement, beaucoup plus que si vous avez timé le marché, parce que la plupart du temps, ce qui va se passer quand le marché baisse, ça fait peur d'investir. Quand ça va mal et vous pensez que tout le monde est en train, vous voyez que les prix baissent de 50%, c'est très difficile d'acheter et beaucoup de monde rate cette crise. Et en plus de ça, ce qui fait, si on regarde le marché ici, ça c'est le marché européen. C'est le marché européen. Regardez en 2008, en plein crise, avant la crise, on était ici. Donc, même si vous avez acheté au plus haut de 2008, aujourd'hui, vous aurez fait plus que 70%. C'est-à-dire, même si vous avez acheté et après ça a baissé de 50%, vous allez déprimer, vous dites, oh my God, j'ai acheté comme au pire moment, vous aurez fait de l'argent sur le long terme. C'est pour ça que quand vous investissez dans les marchés financiers, il faut avoir du long terme et n'ayez pas peur d'attendre. Et au contraire, achetez petit à petit. Si vous voyez que ça baisse, vous achetez un peu à tout les trimestres, ou même quand vous voyez ça baisse, vous ajoutez. Et même si ça monte, vous pouvez ajouter. Comme à fur et à mesure, vous allez pas vous tromper sur le long terme. Maintenant, le risque idiosyncratique. Tout à l'heure, Dimitri a parlé de Tesla. J'ai rencontré tellement de monde qui croit à Elon Musk, et j'ai rencontré du monde qui me disent, moi, j'ai des actions. Je dis, vous avez où, quoi? Ils me disent, ah, moi, j'ai Tesla. Moi, je pense que Tesla, c'est le futur. C'est bien d'avoir une opinion. Moi, je crois que comme c'est bien, parce que vous prenez un grand risque, mais vous pouvez faire beaucoup d'argent si Tesla monte. Mais par contre, ça, c'est un risque démesuré. Parce que même si Tesla va devenir la meilleure compagnie, imaginons Elon Musk prend l'avion et l'avion crash. Le visionnaire derrière Tesla, ça, c'est exogène comme risque. Vous allez perdre, peut-être les actions vont baisser, ils vont jamais remonter parce que le nouveau CEO
CEO ne fait pas un bon boulot. Ça, c'est un risque démesuré. La diversification est primordiale. Ça veut dire même si vous croyez, comme même aujourd'hui, vous êtes dans le Bitcoin, on parle de Bitcoin, même si vous êtes un grand croyeur dans le Bitcoin, jamais ne mettre 100% de votre argent, de vos économies dans le Bitcoin ou autre. Il faut toujours diversifier. Mettez une partie dans le Bitcoin, une partie dans Tesla et le reste dans les actions, dans l'immobilier, etc. Ok, comment construire mon portefeuille? C'est-à-dire là, on sait que c'est quoi la valeur que les actions ou les obligations me donnent et je sais c'est quoi les risques, je sais comment il faut les gérer. Maintenant, moi, je sais rien sur l'investissement. Comment je construis mon portefeuille? Tout d'abord, avant tout, quelqu'un il me dit je veux investir dans les marchés financiers, je demande une question. Vous avez combien d'argent et combien de temps? Qu'est-ce que vous allez faire avec votre argent? Donc l'objectif et l'horizon de placement est primordial. Si quelqu'un il me dit j'ai 20 000 euros et ces 20 000 euros en fait je vais les utiliser pour acheter une voiture dans 1 an et demi parce que j'en ai vraiment besoin pour mon travail, sinon je vais être renvoyée parce que c'est ça, je suis taxiste et c'est ça ce que j'ai besoin de faire ça. En fait, je vais lui dire le meilleur investissement pour vous, c'est le livret A. N'investissez pas dans les actions si vous avez besoin de votre argent pour vivre dans 1 an, 2 ans ou 3 ans. Parce que il se peut que le marché baisse, que vous allez vendre au pire moment et donc vous allez vraiment, ça va impacter votre style de vie. Il y a beaucoup de monde qui ont souffert pendant les crises parce que ils avaient besoin de l'argent et ils ont dû vendre au pire moment. Tout d'abord, regardez votre horizon. Si votre horizon, c'est les actions, parce que même si ça monte, ça baisse, vous avez le temps pour vous rattraper. Si vous avez besoin de votre argent dans pas longtemps, ne considérez pas la bourse en tant que investissement parce que c'est important de ne pas vendre quand le marché baisse. Au contraire, il faut rajouter de l'argent. Donc là, vous savez que vous avez besoin de votre argent dans 10 ans et que vous voulez investir pour fructifier votre argent. Vous commencez par ouvrir un compte titre. Comment ouvrir un compte titre? C'est simple. Vous appelez votre banque, ça c'est la façon la plus facile. Bonjour, je veux un compte titre, est-ce que vous pouvez me l'ouvrir? Il l'ouvre directement. Il y a d'autres plateformes comme par exemple Revolut. Il y a une plateforme que j'aime bien, elle s'appelle Ramify aussi. Ramify, c'est une plateforme que tous les mois, vous pouvez contribuer 100 euros, 200 euros, ils vont investir ça pour vous. Donc, il y a plusieurs alternatives, mais vous n'êtes pas trop technologie et tout, vous pouvez appeler votre banque, ils vont ouvrir un compte pour vous. Maintenant, vous avez un compte, mais vous savez pas quoi acheter. Je connais pas les marchés, je connais titres, j'achète. En fait, acheter des titres spécifiques, c'est pour, en général, vous avez besoin de passer du temps. Vous devez lire sur la compagnie, vous devez la suivre. Donc, pour quelqu'un qui veut être plus passif, la meilleure chose, c'est d'investir dans un fonds. Il y a plusieurs types de fonds. Il y a des OPCVM que vous pouvez avoir via votre assurance vie. Sinon, si vous voulez vous investir tout seul, il y a les ETF. Les ETF, c'est que au lieu d'acheter une action, vous allez acheter un portefeuille d'actions. Et c'est simple, comment vous trouvez les noms des ETF? Vous allez sur Google, vous dites ETF américain en euros. Vous allez avoir les noms des ETF. L'idée, c'est d'acheter un portefeuille qui suit, par exemple, le marché américain. Comme au lieu de le S&P 500, il y a un ETF, par exemple le SPY, il suit le marché américain. Il y aura 500 titres comme plus grosses compagnies américaines. Vous pouvez acheter un ETF européen, un ETF Emerging Market canadien. Il y a plusieurs. Donc, vous pouvez en fait acheter et vous retrouver avec des milliers d'actions, même si vous avez investi 5000 ou même moins, même 1000. Vous pouvez avoir vraiment beaucoup d'actions et donc vous évitez la concentration qui peut être très négative. Et bien sûr, si vous avez des convictions, pourquoi pas mettre une partie de votre argent dans ces convictions. Maintenant, comme j'ai dit, construire un portefeuille diversifié, c'est primordial et diversifié par classe d'actifs. Vous pouvez mettre un peu dans les actions, un peu dans le Bitcoin, dans l'immobilier et les obligations. Donc, ça va dépendre de c'est quoi vos objectifs et à quel point vous voulez prendre du risque et le rendement que vous voulez. La diversification géographique, comme j'ai dit, c'est important, genre de ne pas, comme moi, je rencontre même des institutionnels ici, à chaque fois, je suis très surprise. Ils investissent presque 100% de leur investissement et c'est des grosses compagnies d'investissement ou des compagnies d'assurance et ils ont que des actions européennes. Je dis mais pourquoi? Ils disent on a toujours fait les européennes. Ouais, mais si vous avez vu le marché américain, vous aurez fait beaucoup
beaucoup plus d'argent. Moi, je vends les actions canadiennes. À chaque fois, je dis, regardez, pourquoi vous avez pas considéré? Ils me disent, on a l'habitude d'être dans les actions européennes. Donc, ayez cette ouverture d'esprit de regarder d'autres parts dans le monde parce que ça peut porter beaucoup. Et la diversification de points d'entrée. Donc, comme j'ai dit, toujours pensez, si vous avez de l'argent, ne mettez pas, si vous avez beaucoup d'argent, vous avez 20 000, vous dites, cette année, là, je vais mettre 20 000, l'année prochaine, j'aurai 10 000, je vais le mettre, c'est-à-dire échelonner. Si vous sentez que vous avez peur de perdre ou aujourd'hui, comme les marchés sont hauts, investissez un peu, attendez, même si ça monte, investissez quand même. Si ça baisse, investissez. À la fin, vous allez vous retrouver avec un point d'entrée intéressant si vous faites la moyenne. Donc, les marchés boursiers, c'est vraiment une alternative super intéressante, surtout quand on est jeune, parce que ça rapporte beaucoup de valeur et la réalité, c'est que oui, les actions, les marchés boursiers, ils ont un risque, mais ce risque, il est en fait mesurable et surtout, on peut le gérer. Merci. Monsieur Dora. Plus fort, franchement plus fort. Encore un peu, s'il vous plaît. Merci infiniment, merci. Alors, c'était très important pour moi que Dora participe à cette conférence et je suis très content qu'elle soit venue parce que justement, ça visait deux objectifs. Le premier objectif, c'était de vous dire qu'aujourd'hui, cet écosystème n'est pas là pour être en opposition farouche avec ce qui existe. Et la deuxième chose qui était très importante, et on va y arriver petit à petit, c'était de vous mettre à l'esprit une certaine forme de stratégie et de comprendre les mécanismes de cette stratégie. J'ai vu par exemple dans certaines questions, quand on n'est pas dans ce domaine, on a tendance naturellement à vouloir se poser des questions logique pour nous et à ne pas forcément suivre une forme de tendance et des règles et des règlements, un mode de fonctionnement qui a déjà été éprouvé dans le temps. Quand on l'a vu entre les actions et les obligations, les différents moyens d'investissement, eh bien on voit que dans la crypto c'est la même chose parce qu'on a des ICO, des IDO, exactement. Et aujourd'hui ce sont des particuliers qui investissent dans des entreprises via la crypto-monnaie et ça arrive également. Et la deuxième chose qui est très importante à retenir, là pour le coup c'est la troisième, c'est la diversification de votre portefeuille. Et on va voir que dans l'écosystème des cryptos, c'est exactement la même chose. Il n'y a rien qu'on peut signer comme étant une vérité dans 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans. La seule chose, c'est de mettre en place une stratégie, de rester sur cette stratégie, de diversifier au maximum cette stratégie. Pourquoi? Parce que si vous avez 20%, 30%, 40% de votre portefeuille qui ne se comporte pas bien, les 60 autres pourcents qui sont là, les 70%, peut-être les 50% qui sont là, vont vous permettre soit de maintenir un équilibre dans votre portefeuille, soit tout simplement de faire gagner avec le temps. Mais comme on voit que les marchés sont cycliques, au bout d'un moment, même si ça baisse, ça remontera. La première chose, c'est qu'on trouve toute nouvelle idée ridicule. Toujours. Elle est ridicule parce qu'elle vient changer ce qu'on a l'habitude de faire au quotidien. La deuxième chose, c'est que ça fait peur. C'est la deuxième étape. Et justement, là, on est dans la deuxième étape parce qu'on est dans un monde en ce moment qui fait extrêmement peur. On voit qu'on a la guerre en Ukraine qui a quand même été un déclencheur important. Mais c'est pas un déclencheur plus qu'un autre. C'est un déclencheur important, mais on a déjà eu des signaux dans le marché avant la guerre. Et on voit que les États, les banques sont en ce moment en train d'essayer de verrouiller cet écosystème. On voit qu'il y a une peur dans le marché. On est surtout en train de voir que les investisseurs, les particuliers, Dora le disait très bien, il y a aussi l'émotion du marché. Et l'émotion du marché est faite simplement par nous, les particuliers. Et en ce moment, l'émotion n'est pas au beau fixe. Et la troisième étape, qui elle est très intéressante, c'est que tout devient naturel après. Ce qu'on a trouvé ridicule, ce qui nous a fait peur, devient naturel parce que petit à petit, malgré tout, ça rentre dans notre vie, ça rentre dans notre quotidien et on s'y adapte. Il suffit de voir quand l'euro est sorti, vous avez vu, vos parents n'ont pas du tout adhéré à l'euro et les statistiques ont montré que les jeunes ont beaucoup plus adhéré à l'euro parce que ça leur parlait plus. Et aujourd'hui, tout le monde réfléchit en euros. Alors que quand l'euro est arrivé, systématiquement, chacun avait cette manie de vouloir calculer combien ça faisait en francs. Et calculer combien ça faisait en francs, c'était devenu une gymnastique, un jeu. Et pour certains, ça leur permettait de voir que le prix des choses a augmenté. Mais pour d'autres, c'était juste un jeu. Et maintenant, on ne réfléchit plus en francs. On ne réfléchit plus en valeur des choses. On réfléchit avec le nouveau standard, le nouvel étalon qui est l'euro. Ça vous parle, ça? Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Donc, et la fiscalité dans tout ça? Eh oui, parce que vous vous demandez certainement, vous voyez que Christine Lagarde nous dit que ça ne sert à rien. Vous voyez que les États essaient de légiférer dessus, tout simplement parce qu'ils ne comprennent pas, ils ne maîtrisent pas. Ils ont un peu balbutié au début. Ils ont un peu mis du temps à comprendre ce que c'était. Ils ont eu beaucoup d'approximations dans la compréhension et dans l'expression de ce que c'était. Mais aujourd'hui, ils sont en train de rattraper leur retard. D'ailleurs, aujourd'hui, on a le gouvernement français qui demande à Binance de déclarer tous les comptes. Avant, c'était des comptes avec une certaine valeur. Maintenant, c'est tous les comptes. Donc aujourd'hui, on va voir la fiscalité. J'ai l'immense plaisir, vraiment, d'accueillir une personne exceptionnelle avec laquelle je travaille depuis un certain nombre de temps, qui m'a fait découvrir énormément de choses. Je suis très honoré qu'elle soit là et je suis vraiment content pour vous que cette personne soit là parce que vous allez découvrir
découvrir énormément, vous allez apprendre. Nuno Montero, notaire. Nuno, bienvenue. Je te remercie d'avoir fait le déplacement. Nuno vient de Toulouse. Il a voyagé ce matin exprès pour être là devant vous. Voilà toute la valeur qu'on essaye d'apporter aujourd'hui dans cette conférence Phoenix Corp. Donc, je vous remercie. Je lui donne la parole. Merci. Bonjour à tous. Bon, j'ai l'immense plaisir d'être là aujourd'hui avec vous. Dimitri nous parle de Nouveau Monde. Donc, écoute, Dimitri, je te remercie de m'inviter dans ton Nouveau Monde. C'est rigolo, en fait, parce que en rentrant, je sais pas si vous avez vu la petite citation de Pablo Neruda sur le mur. Non, vous l'avez pas vu. Vous la regarderez en remontant. La chose la plus magnifique qu'on peut perdre, c'est le temps. Et aujourd'hui, je suis extrêmement honoré et très content d'être ici avec vous et de prendre du temps donc pour parler de tout ça. Pour ceux qui me connaissent pas, donc je m'appelle Nuno Montero. Tout simplement, je suis notaire, le fondateur d'un réseau qui s'appelle Mon Notaire Conseil. J'ai également d'autres casquettes. Je suis expert en gestion de patrimoine. Je suis médiateur. J'aime bien pratiquer la résolution amiable des conflits. Je suis professeur d'université, conférencier. Et du coup, j'adore travailler en interprofessionnalité et en fait, avec l'alliance de nos compétences, ce qu'on essaye de faire avec des professionnels comme Dimitri, c'est vraiment vous apporter un accompagnement global, d'accord ? Donc, le rôle du notaire, vous le voyez, c'est de vous accompagner à chaque étape importante de votre vie. Pour les plus jeunes, vous êtes dans une phase d'endettement. Au fur et à mesure où vous allez rembourser vos emprunts, s'il y en a, vous allez passer dans une phase d'accumulation. Et en fin de vie, en général, on parle de la phase de transmission. Alors, ce qu'on oublie souvent de parler, c'est de la phase de jouissance. Et cette phase, je vous la souhaite la plus longue possible, parce que, à mon sens, quel que soit le patrimoine, et aujourd'hui on parle beaucoup de crypto, à mon sens le patrimoine n'a de valeur que par la jouissance qu'il peut vous apporter et par la liberté qu'il peut vous procurer. Mais ça sera à vous de le définir. Je me suis dit pendant une demi-heure, je vais essayer de garder l'attention de tout le monde. Je vais vous parler essentiellement de 3 choses. Aujourd'hui, Dimitri et les autres intervenants vous ont parlé de pas mal de choses, de crypto-monnaies, de métaverse, de blockchain. Et moi, je vous expliquais un petit peu comment le notaire va s'imbriquer dans tout cela pour venir sécuriser vos transactions. Alors, on plonge dans ce nouveau monde numérique ensemble. Et moi, ce que je vous propose, c'est que je vous ai parlé de toutes les étapes dans votre vie patrimoniale et qu'on regarde un petit peu comment ça se passe. Alors, tout d'abord, on va parler de quelque chose d'historique. Car je ne sais pas si vous le savez, si vous en avez conscience, mais aujourd'hui, vous avez devant vous la personne qui a œuvré pour que la première vente d'un bien immobilier en Europe soit possible avec un paiement en crypto-monnaie. Alors pour ceux qui ont un petit peu suivi l'actualité, en effet à Miami en début d'année, il y avait eu une première transaction donc du côté américain. Sur le continent européen, il y avait eu un début de transaction, mais c'était un échange en plus entre 2 membres de la même famille où il y avait un paiement partiel en crypto. Là réellement, c'est la première vente d'un bien immobilier avec un paiement intégral full crypto entre un vendeur et un acquéreur, qui ne sont pas du tout des membres de la même famille. Tout simplement, il y a eu rencontre des volontés entre 2 mondes. Et ça, c'est la première fois que ça se passe. Donc, pour tous ceux qui disent que la crypto, c'est virtuel, pour ceux qui disent que ça n'existe pas, que c'est voué à disparaître, juste un constat. Aujourd'hui, on peut féliciter Dimitri, qui a œuvré pour que cela soit possible, pour cette rencontre des 2 mondes. Donc, je vous le confirme, ça s'est signé devant moi, d'accord ? Les attributs d'un acte qu'on signe devant un notaire, c'est un acte authentique qui a date certaine, force exécutoire, et donc je vous confirme que cet acte remplit tous les attributs d'un acte authentique. Alors, on verra ensuite la fiscalité des crypto-monnaies. Dimitri a fait une belle intro, donc on va essayer de lui faire honneur. Et enfin, on va parler un petit peu de ce nouveau monde, du métaverse, d'accord, et des points de vigilance qu'il faudra avoir. Il faudra s'entourer, comme dans la vie réelle, en fait, de professionnels pour sécuriser en fait l'ensemble de vos transactions. Alors, commençons par le premier point. Si vous n'avez pas pris conscience de l'ampleur de cet événement, on va un petit peu expliquer pourquoi c'est si révolutionnaire que ça. En fait, en France, on nous impose de stipuler un prix en euros, d'accord ? C'est-à-dire que si je vends ou si j'achète un bien immobilier, le prix stipulé dans l'acte doit être indiqué en euros, sous peine de nullité du contrat. Ce qu'on a dû créer, en fait, c'est dissocier ce qu'on appelle la monnaie de compte et la monnaie de paiement. La monnaie de compte, en fait, comme je l'ai écrit, elle est déterminée par la loi du contrat. C'est un contrat qui s'est signé en France. Donc, la loi française impose que le prix stipulé dans l'acte soit stipulé en euros. Par contre, nous, conventionnellement, ce qu'on a fait, c'est que on a créé ce qu'on appelle une monnaie de paiement. Certes, j'ai un prix qui est stipulé en euros dans mon acte, mais je décide conventionnellement entre vendeur et acquéreur que la monnaie de paiement ne sera pas de l'euro, ne sera pas une devise étrangère. En l'occurrence, ça sera de la crypto. Alors là, pour le coup, conventionnellement, vendeur et acquéreur se sont mis d'accord pour que la crypto choisie soit du stablecoin USDT. Ils auraient pu choisir quelconque crypto de leur choix. Donc déjà, ce qu'on a dû créer, c'est dissocier monnaie de compte et monnaie de paiement. Donc pour vous compreniez bien, la monnaie de compte, c'est la valeur indiquée en euros dans l'acte du bien immobilier vendu. Et la monnaie de paiement, c'est avec cette monnaie que l'acquéreur, en fait, va payer le bien du vendeur pour en devenir propriétaire, comme s'il avait fait tout simplement un règlement en euros. Sur quoi on s'est basé ? On a regardé un petit peu la jurisprudence, d'accord, notamment la jurisprudence de la Cour de cassation, qui est notre
autorité suprême en France, le degré supérieur, et qui en fait avait admis il y a quelques années que un paiement pouvait tout à fait être fait dans une devise étrangère. C'est-à-dire que dans l'acte, on avait un prix stipulé en euros, mais un moyen de paiement avec une devise étrangère. Alors, la Cour de cassation nous dit que cette devise étrangère, en fait, c'est considéré comme une clause d'indexation. Le prix qui est stipulé dans l'acte, il n'est pas censé être indexé. Il est censé être ferme et définitif. En l'occurrence, une clause d'indexation est permise si l'indexation en question a un rapport soit avec l'objet du contrat, soit avec la profession de l'une des parties, ce qui n'était pas le cas ici. Autre point de vigilance, on est obligé de stipuler un prix en euros dans l'acte parce que vous savez que lorsqu'on vend un bien immobilier, il faut vérifier certaines choses, et notamment au titre des conditions, il faut purger ce qu'on appelle le droit de préemption de la mairie, c'est-à-dire que la mairie peut se porter acquéreur en priorité. Alors, vous imaginez bien que si vous définissez dans votre acte un prix stipulé en crypto, et si la mairie préempte, elle va pas vous payer en crypto, c'est certain, elle va vous payer en euros, d'accord? Donc, autre raison pour laquelle nous avons dû déterminer un prix en euros dans l'acte. Enfin, pour ceux qui ont déjà acheté un bien immobilier, vous savez que une mutation immobilière implique une fiscalité aussi bien pour le vendeur que pour l'acquéreur. Le Code civil prévoit que, sauf dérogation conventionnelle entre les parties, lorsque j'achète un bien, c'est moi acquéreur qui vais payer les frais d'acquisition. Dans ces frais d'acquisition, la plus grosse partie, ce sont des impôts, des droits de mutation que vous versez chez le notaire et que le notaire reverse à l'État. C'est pour ça que souvent, par raccourci, on appelle ça les frais de notaire, alors qu'en réalité, 80% de la somme que vous versez chez le notaire, ce sont donc des impôts. Eh bien, si j'achète un bien immobilier et que je décide de payer mon prix en crypto dès lors que mon vendeur est d'accord, pensez-vous que l'administration fiscale va, elle, accepter qu'on lui règle ses droits de mutation, donc ses impôts, en crypto? Pas encore, exactement. Eh bien, du coup, on a dû forcément provisionner les frais d'acquisition, aussi bien les émoluments du notaire que les droits de mutation, en euros. Aujourd'hui, c'est le seul moyen de paiement, la seule monnaie acceptée par l'administration fiscale pour payer vos impôts. On a vu que dans certains États, justement aux États-Unis, ils acceptent déjà le paiement des impôts en crypto. Autre point, et là c'est pour la fiscalité du vendeur. Vous savez qu'un vendeur, lorsqu'il vend un bien immobilier qui n'est pas sa résidence principale, si vous vendez un bien plus cher que ce que vous avez acquis, eh bien vous êtes imposé à cette plus-value. Le taux d'imposition en France, c'est 36,2%. Donc si moi, vendeur, je vends un bien immobilier à un acquéreur qui me paye en crypto, comment est-ce que je fais pour payer ma plus-value immobilière? Normalement, c'est le notaire qui retient sur le prix de vente, avant de me délivrer à moi, vendeur, mon prix de vente, le notaire retient le montant de la plus-value. Ce qui suppose, bien entendu, si la vente en question génère de l'imposition à la plus-value immobilière, ça suppose que le vendeur verse dans la comptabilité du notaire, avant la vente, le montant nécessaire au paiement de son impôt à la plus-value immobilière. Tout ça, en fait, on l'a créé de toutes pièces. Donc c'est un acte qui n'existait pas, d'accord, qu'on a dû créer, plusieurs clauses donc sur mesure, et on a dû se mettre d'accord sur pas mal de choses. On a dû se mettre d'accord sur à quel moment est-ce qu'on va régler, quelle est la crypto utilisée, quelle est la plateforme utilisée, à quel moment donc on fait ce transfert, qu'est-ce qu'on annexe à notre acte définitif de vente, parce que dans l'acte définitif de vente, une fois que vous le signez, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Le vendeur quittance le prix, c'est-à-dire que le vendeur dit « oui, c'est bon, j'ai bien reçu le prix ». Normalement, ce prix transite par la comptabilité du notaire. Là, vous vous doutez bien que ce paiement n'a pas transité par ma comptabilité. En l'occurrence, le paiement a été fait directement de l'acquéreur vers le vendeur sur une plateforme qu'ils ont choisie. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point ? Deux questions. Première question, la motivation. Qu'est-ce qui a poussé l'acquéreur et l'acheteur? Est-ce qu'il y avait un avantage, outre le côté de on fait la première vente en Europe, est-ce qu'il y avait un avantage financier à payer en crypto? Alors, comme on le disait, en fait, c'est pour la première fois la rencontre de deux mondes. C'est-à-dire que en termes de gestion de patrimoine, la base pour optimiser, c'est la diversification. Et en fait, nous avions un vendeur qui était assez chargé en IMO et un acquéreur qui était très chargé en crypto. L'un et l'autre avaient des envies inverses. D'accord ? On avait un vendeur qui voulait aller sur de la crypto, on avait un acquéreur qui lui voulait aller sur de l'IMO, justement pour diversifier. Alors, là, je vous le résume de la manière la plus simple possible, mais je vous assure que ça n'a pas été simple, avec énormément de rebondissements, même le jour de la signature, avec des problématiques de transfert, etc. Parce que, bien entendu, moi, en tant que notaire, il fallait que j'atteste du paiement du prix, d'accord, de manière irréfutable. Et donc, il fallait qu'on assure la traçabilité de ce transfert. Donc, transfert qui a forcément été exécuté sur la blockchain. Et on s'est rendu compte avec Dimitri que, en fait, de wallet à wallet sur Binance, on n'arrivait pas en fait à assurer la traçabilité
et créer un lien blockchain sécurisé. Donc, ils ont dû utiliser une autre plateforme. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce point? Quelle était la blockchain utilisée? TRC20. Tron. Tronscan TRC20. TRC20. Tron. C'est TRC20. Pourquoi? Parce C'est que Tron. TRC20, on est capable de faire des transactions de n'importe quel volume pour $1. Eh ouais. J'aurais pensé que vous auriez utilisé Ethereum. Il y aurait eu un peu plus de frais, ça aurait été tout aussi rapide, tout aussi sécurisé dans la blockchain. Mais aujourd'hui, je vous l'ai dit, c'est tradable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On peut envoyer des petits montants, des plus gros, en un claquement de doigts très rapidement pour des frais $1, en l'occurrence. Oui. Au niveau du financement du prix, c'est-à-dire que vous avez écrit une clause dans l'acte qui mentionne cette plateforme. Et comment on va vérifier que l'acte n'est pas caduque? Comment on sait que cette plateforme est reconnue pour que l'acte n'est pas caduque par la suite? En fait, c'est tout le principe de la blockchain. C'est qu'aujourd'hui, sans acteur externe, on peut assurer donc la traçabilité d'une transaction, d'accord, sans que celle-ci soit falsifiable. Et donc, moi, j'ai récupéré le link, j'ai récupéré le lien, d'accord. Donc, j'ai pu moi-même constater le transfert de wallet à wallet, et j'ai annexé en fait une copie de ce transfert, et j'ai carrément indiqué dans l'acte, au paragraphe paiement du prix, j'ai indiqué dans l'acte l'adresse URL, en fait. Et donc, personne va vous, par la suite, contester. Là, je vais descendre. Vendeurs et acquéreurs, en fait, ont scellé définitivement leur engagement dès la promesse de vente. Et dans l'acte authentique de vente, en fait, on constate la bonne réalisation des conditions suspensives avec le transfert de propriété du bien immobilier du vendeur au profit de l'acquéreur. Et on constate également le paiement de l'acquéreur vis-à-vis du vendeur. Donc, le vendeur, lorsqu'il a signé l'acte, il a confirmé qu'il avait bien reçu les fonds. Et en réalité, alors même si vous ne le savez pas, d'usage, un paiement en euros transite par la comptabilité du notaire, mais il n'y a aucun texte qui l'impose. Votre paiement pourrait tout à fait être ce qu'on appelle hors la comptabilité. C'est-à-dire que je pourrais avoir un paiement, partiel ou total, directement de l'acquéreur au vendeur. Ça pose par contre des difficultés. Et c'était la dernière ligne de la slide, c'était que, bien entendu, ça n'exonère pas le notaire de faire toutes les vérifications qu'il fait dans tous les dossiers de vente. C'est-à-dire que les vérifications par rapport à Tracfin, la lutte anti-blanchiment, vérifier qu'il n'y ait pas de fonds qui proviennent de blanchiment de capitaux ou de financement de terrorisme. Ça, bien entendu, les recherches sont effectuées de la même façon. Comme le prix est acté en euros, est-ce que du coup, et que les cryptos sont très très volatiles, la valeur des cryptos est très très volatile, est-ce que du coup, pour éviter les discussions, est-ce que vous aviez décidé d'un jour et d'une heure qui aurait pu anticiper? Exactement. Et ça, c'est le sujet principal. Compte tenu de la volatilité, en fait, il faut conventionnellement définir, et ça, le notaire, en fait, juste, il acte la volonté des parties. En l'occurrence, les parties ont décidé que la contre-valeur serait déterminée au moment de la vente. Et entre la promesse et la vente, forcément, il y avait eu beaucoup de volatilité. D'accord? Alors, c'est à définir d'expérience, du coup, est-ce qu'il vaut pas mieux choisir comme jour de contre-valeur le jour de la promesse de vente, parce qu'en réalité, c'est à ce moment-là qu'il y a rencontre des volontés entre vendeurs et acquéreurs. Mais ça, c'est conventionnel, c'est au vendeur et à l'acquéreur de se mettre d'accord. En l'occurrence, ils avaient choisi de laisser en fait ce suspense, mais il faut pas le passer sous silence. Il faut vraiment expliquer à la fois côté vendeur et acquéreur que les choses peuvent fluctuer et que par conséquent, il y aura un perdant et un gagnant, forcément. Du coup, entre particuliers, il n'y avait pas de société qui était le bien. Deux particuliers. Et donc, est-ce que, et j'imagine qu'il n'y avait pas d'intermédiaire non plus, ni en financement, ni en agence immobilière ou autre, est-ce qu'on peut s'imaginer aussi imbriquer d'autres acteurs dans cette transaction de A à Z? Tout à fait. Et j'ai le sujet là. Je travaille avec des clients sur un gros projet à l'île Maurice où ils sont en train de réaliser une promotion immobilière destinée essentiellement à des investisseurs étrangers, d'accord. Et eux souhaitent réserver en fait un tiers de leur programme à des acquéreurs qui vont payer en crypto. Voilà, ça sera leur moyen de promotion en fait. Voilà. Du coup, ils s'ouvrent un champ international au niveau des investisseurs, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on disait, c'est qu'il faut diversifier votre patrimoine. Dimitri le disait justement tout à l'heure, que ce soit la diversification au sein de vos cryptos
et au sein en fait des autres classes d'actifs plus traditionnelles. Donc vous avez forcément des gens qui veulent aller sur la crypto, vous avez forcément des gens qui veulent aller sur de l'immo, avec une fiscalité en plus pour le coup qui est très très séduisante à l'île Maurice pour les non-résidents. Du coup, on va parler un petit peu de fiscal. Je crois que c'était juste avant le. Vous savez, en fait, Franklin Roosevelt nous avait dit, en ce monde, il y a que deux choses qui sont certaines. La mort, je suis désolé de vous l'apprendre, hein, et la deuxième chose qui est certaine, c'est les impôts. Ce qui est certain aujourd'hui, c'est que on voit que les États, et notamment l'administration fiscale, en fait, s'adaptent à ce nouveau monde. C'est-à-dire que, en réalité, jusqu'à 2019, l'administration fiscale ne pouvait pas taxer. Pourquoi ? Parce que ça ne rentrait dans aucun champ d'application. La crypto était tout simplement un nouvel actif. Donc, il a fallu définir cet actif. Donc, juridiquement, depuis 2019, nous avons une définition. Pour ceux qui veulent maîtriser les termes légaux, les termes officiels, sachez qu'on parle de jetons numériques. Je vous ai mis donc la définition qui est prévue, qui est rentrée dans le code monétaire et financier. C'est quelque chose de très, très important. Officiellement, dans le code monétaire et financier, on a fait rentrer cette nouvelle classe d'actifs et on l'a définie donc comme des jetons numériques. Si je lis, ça me dit que donc les jetons, à l'exclusion de ceux répondant aux caractéristiques des instruments financiers et des bons de caisse mentionnés donc à l'article L223-1, constituent un jeton tout bien incorporel représentant sous forme numérique un ou plusieurs droits pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d'un dispositif d'enregistrement électronique partagé permettant d'identifier directement ou indirectement le propriétaire du dit bien. En pratique, il s'agit notamment de jetons ou tokens issus d'opérations de levée de fonds, ICO, effectuées à travers d'une technologie de registre distribué, ce qu'on appelle la blockchain. Donc ça, c'est la définition légale de la crypto aujourd'hui. Okay ? Alors, pourquoi ils ont défini ? En fait, le but, c'était de créer une nouvelle catégorie d'actifs pour ensuite créer un régime fiscal propre à cette catégorie d'actifs. En France, en fait, aujourd'hui, on a deux modes d'imposition possibles. On va tout d'abord vérifier, est-ce que vous faites donc de l'investissement en crypto de manière occasionnelle ou est-ce que vous le faites de manière plus professionnelle ? La difficulté, on le verra d'ici 2 slides, c'est que il n'y avait pas de définition de manière occasionnelle ou de professionnelle. Ça n'existe pas. Tu mets pas sur ton CV ou sur ta carte de visite « Bonjour, tu fais quoi dans la vie ? Je suis investisseur en crypto professionnel. » D'accord ? Il n'y a pas de définition, il n'y a pas de profession pour cela. Donc, encore une fois, l'administration fiscale a dû créer des critères pour faire entrer dans telle ou telle catégorie. Alors, on va partir du cas le plus fréquent. C'est-à-dire que je suis un particulier, je suis une personne physique, j'investis en nom propre en crypto, je fais donc des achats et des reventes. Le but, bien entendu, et je vous le souhaite encore une fois, c'est de réaliser des plus-values lors de ces reventes. Eh bien, on va regarder comment ces plus-values vont être taxées. En réalité, l'administration fiscale a établi, en fait, des conditions pour que vous soyez imposé. Tout d'abord, pour être imposé, il faut que vous soyez une personne physique résidente fiscalement en France. Donc, je ne sais pas s'il y a des non-résidents dans la salle. Non ? Ok. Je ne sais pas s'il y a des gens qui envisagent de quitter la France dans la salle. Ouais. En général, il y en a toujours. Alors, moi, j'ai pas mal de clients justement qui investissent de plus en plus en crypto et qui se posent la question de leur pays de résidence. Faites attention, vis-à-vis de l'administration fiscale française, en fait, la définition de résidence, c'est pas juste j'habite à l'étranger. D'accord ? On a un article 4 dans le Code général des impôts qui vous dit que vous restez dans tous les cas résident fiscal en France, quel que soit votre lieu de vie, dès lors que vous remplissez l'une des 3 conditions suivantes. Ce n'est pas cumulatif, c'est alternatif. Si je vis en France plus de la moitié de l'année, premièrement, ça veut dire que si je quitte la France, il faut que je quitte la France plus de 6 mois dans l'année, de manière continue ou discontinue. Je peux faire autant d'allers-retours que je veux. Deuxièmement, je reste résident fiscal en France si je travaille en France. C'est-à-dire que même ceux qui font du télétravail à l'étranger, dès lors que leur emploi en fait est basé en France, ils restent résidents fiscaux en France. Le troisième critère, et c'est là où ça devient plus compliqué, plus corsé, c'est que je reste résident fiscal en France si je conserve en France mon centre d'intérêt économique et vital. Oui, mais encore. Il n'y a pas de définition du centre d'intérêt économique et vital. En fait, c'est la jurisprudence et c'est au cas par cas. Si je regarde les arrêts de jurisprudence, il est évident que aujourd'hui, la France considère que vous restez résident fiscal parce que vous avez conservé en France votre centre d'intérêt économique et vital, dès lors que, même si vous vivez toute l'année à l'étranger, si votre principale source de revenus est en France, vous resterez résident fiscal en France. Donc forcément, ça amène à faire des arbitrages. C'est pas juste je prends ma valise et je m'en vais à Dubaï. D'accord ? Un exemple.
Il y a d'autres pays qui sont cléments en termes de fiscalité de crypto. Donc, tout ça pour vous dire que pour ceux qui souhaitent étudier ce sujet, faites-vous accompagner. Faites-vous accompagner par des professionnels, par des spécialistes en la matière, pour vous assurer que votre départ avec votre maillot de bain ne soit pas synonyme de redressement fiscal, d'accord, et que vous puissiez profiter pleinement de cette économie d'impôt. Donc pour les particuliers qui sont donc résidents fiscaux en France, vous allez être imposé en France. Alors en France, il va y avoir deux types d'imposition si je suis particulier. Premièrement, on va regarder ceux qui font du minage. Est-ce que vous savez ce que c'est? Ouais. Il y en a qui en font dans la salle ou pas? Ouais. Vous avez déclaré ou pas du tout? En général, voilà. Bon exemple, merci. À peu près comme 99,99% de la population qui a fait du minage. Alors, pour information, c'était la première catégorie qui est rentrée en fait dans le Code général des impôts, d'accord? Ils ont créé une catégorie d'imposition et le minage, c'est très simple, c'est défini et ça rentre dans la catégorie des BNC, des bénéfices non commerciaux. Voilà. Donc, sachez que si vous souhaitez renflouer les caisses de l'administration fiscale, vous avez toujours la possibilité de faire une déclaration rectificative si vous le souhaitez. Et si vous ne le faites pas, attention à l'administration fiscale. Lorsqu'on a oublié de déclarer un revenu, l'administration fiscale a 6 ans pour revenir sur votre déclaration et vous redresser. C'est pas anodin, attention, parce qu'ils peuvent vous demander de payer l'impôt, plus les intérêts de retard qui aujourd'hui sont de 0,20 par mois de retard, plus des majorations. S'ils estiment que vous êtes de mauvaise foi, cette majoration elle peut aller jusqu'à 80%. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez l'impôt qui est doublé. D'accord? Alors que si j'avais déclaré, mais pas tout déclaré, c'est-à-dire que si j'avais pas déclaré assez, le délai de reprise de l'administration fiscale, il est plus de 6 ans, il est que de 3 ans. Donc, premier conseil, lorsque je ne suis pas certain, vaut mieux que je déclare un petit peu que rien du tout. Parce que si je déclare un petit peu, le délai de reprise, il est 3 ans et on ne peut pas me mettre la majoration de 80%. D'accord? Donc ça, c'est pour ceux qui font du minage, mais ça reste quand même marginal. Pour les autres, pour ceux qui vont faire donc de l'acquisition et revente de crypto, eh bien, c'est pas parce que je détiens de la crypto que je suis imposé. D'accord? Il n'y a pas d'imposition le fait de détenir de la crypto. Et ça ne rentre même plus dans l'impôt sur la fortune parce que aujourd'hui, l'impôt sur la fortune en France, c'est un impôt sur la fortune immobilière. Donc de la crypto, ce n'est pas de l'immobilier, ça ne rentre donc pas dans l'assiette taxable à l'impôt sur la fortune. Non, en réalité, la seule imposition, c'est lorsque je vais vendre. Lorsque je vais vendre, s'il y a une plus-value, cette plus-value, elle va être imposable. Alors, elle n'est pas imposable comme lorsque je vends un bien immobilier le jour de la vente, ce n'est pas prélevé directement dessus. C'est vous, en tant que bon contribuable, qui avez l'obligation d'aller déclarer dans votre déclaration de revenus que vous faites tous les ans. Et même si aujourd'hui on est prélevé à la source, vous avez vu, vous continuez de faire vos déclarations de revenus en N+1. En 2022, vous avez fait votre déclaration de revenus sur l'année 2021. Et donc, pour ceux qui ont fait des plus-values en 2021, vous auriez dû faire cette déclaration dans votre déclaration de revenus. Donc, je vous ai mis, normalement, vous devriez donc compléter un formulaire à part, qui est le formulaire 2086. Et ce formulaire, quand vous le complétez bien, il vous fait redescendre dans votre déclaration 2042, qui est la déclaration pour l'impôt sur revenu des personnes physiques. Donc, il vous fait redescendre dans une certaine catégorie le montant de la plus-value imposable. Alors, est-ce que toute plus-value doit être déclarée? En réalité, je vous l'ai mis sur la slide qui était juste avant, il y a une tolérance, mais c'est que si vous faites moins de 300 € de transactions à l'année. Je dis bien de transaction, c'est le prix qui est considéré, non pas la plus-value, d'accord? Dès lors que vous avez fait des transactions pour plus de 300 €, même si vous n'avez que 10 € de plus-value, vous devez déclarer la plus-value. Et le plafond des 300 €, c'est un plafond, non pas par opération, mais c'est un plafond annuel et par foyer fiscal. Dès lors que vous avez plusieurs personnes dans le foyer fiscal, vous devez donc intégrer les mutations faites par vos conjoints, mais également par les enfants. Alors ça pose un problème parce que souvent les parents ne sont même pas au courant que les enfants ont fait quelques opérations en crypto. Et du coup, le plafond annuel des 300 €, il est vite atteint. D'accord ? Dès lors que donc je rentre dans cette catégorie, que je remplis ces conditions, je dois déclarer la plus-value sur mes cessions de crypto. Alors comment je vais être imposé? C'est très simple. Je suis imposé à la flat tax. Ça vous parle la flat tax? Ouais. Oui.
C'est ce qu'on appelle en droit français le prélèvement forfaitaire unique, d'accord? C'est très simple. Dedans, en fait, il y a un forfait à 30%, il y a 17,2% de prélèvements sociaux qui sont déjà inclus, et il y a un impôt sur revenu forfaitaire de 12,8%. D'accord? Eh bien, jusqu'à cette année, on n'a pas le choix. Vous êtes obligé d'être taxé à la flat tax. Alors, c'est pas très juste parce que si vous avez un taux d'imposition, ce qu'on appelle une TMI, une tranche marginale d'imposition qui est en dessous, vous pourriez dire, mais attends, mais moi je préfère réintégrer ça dans ma déclaration de revenus en fait, parce que je suis à une tranche inférieure. Alors, tenant compte de cela, encore une fois, l'administration fiscale s'est adaptée et a voté dès le 1er janvier 2023 la possibilité de déroger au prélèvement forfaitaire de 30% et d'opter au barème progressif en fonction de votre tranche marginale d'imposition. Donc, vous savez qu'à partir de l'an prochain, vous devrez tout simplement faire une simulation, voir s'il est plus intéressant pour vous et pour votre foyer fiscal d'intégrer ça au taux de 30% ou d'intégrer ça à l'IR au barème progressif. D'accord? Donc, il faudra faire tout simplement une simulation. Pour les autres, pour ceux qui ne sont pas personnes physiques, ceux qui investissent en personne morale, alors quand je parle d'investissement en personne morale, en réalité, pour être totalement complet, je dois exclure les personnes morales transparentes fiscalement. Ça vous parle ça? Non? En fait, une société, normalement, elle paye son impôt. Une société, c'est une personne morale distincte de la personne physique. Donc, une société, c'est pas juste l'accumulation des associés qui sont dedans. C'est une personne morale juridique distincte. Eh bien, cette personne morale, deux solutions. Soit elle paye elle-même son impôt, ce qu'on appelle l'impôt sur les sociétés, soit elle est transparente fiscalement, et ce sont les associés qui vont payer l'impôt. On parle donc de sociétés translucides ou transparentes fiscalement. C'est le cas de 90% des SCI familiales. D'accord? Eh bien, dans une SCI familiale, souvent, on est sur une transparence fiscale, c'est-à-dire que ce n'est pas la société qui va payer l'impôt, ce sont directement les associés personnes physiques. Donc, dans ce cas-là, lorsqu'on est en transparence fiscale, c'est comme si vous déteniez en nom propre. C'est la personne physique qui va déclarer à la flat tax, ou à partir de l'an prochain, elle aura le choix, et elle pourra également choisir donc, le barème progressif. Donc là, réellement, je vous parle des personnes morales ou des personnes physiques qui, cette fois, exercent à titre professionnel et non pas à titre occasionnel l'achat et revente de crypto. Donc là, c'est très simple, vous serez en BIC, en bénéfices industriels et commerciaux. Ok? Du coup, je vous ai mis également le petit lien, Dimitri vous fera passer le petit lien sur tout le rapport en fait de l'Assemblée nationale qui date de décembre 2021, où justement l'administration fiscale a essayé de légiférer et de créer une définition de ce qui est activité occasionnelle ou activité professionnelle. Et en réalité, ils ont pris les mêmes critères que pour la distinction entre BNC et BIC. Ce n'est pas tant le montant qui va rentrer en jeu, c'est pas le montant de la transaction, c'est plutôt tout ce que vous allez mettre en œuvre pour réaliser vos transactions. Est-ce que je le fais donc de manière récurrente? Est-ce que j'ai investi? Est-ce que j'ai du matériel? Est-ce que j'y passe beaucoup de temps? Ou est-ce que je fais vraiment ça en 2-3 clics? D'accord? Donc ça va être au cas par cas, et faites attention parce que bien entendu, la fiscalité des BIC est plus lourde que la fiscalité personnelle. Donc l'administration fiscale va avoir tendance, pour ceux qui vivent que de la crypto, à vouloir vous requalifier en investisseur professionnel. Clore du coup mon intervention pour vous parler du métaverse. Tu en as déjà un petit peu parlé Non, pas du tout. Ok. Ça parle à tout le monde ou pas? Ouais. Ouais, vraiment. Ceux qui ne savent pas lever la main. Ok. Déjà félicitations parce qu'aujourd'hui en France, si vous faites un sondage, il y a uniquement 35% de la population qui sait ce qu'est le métaverse. D'accord? Pour le faire de manière très simple, c'est, comme vous le disiez tout simplement, Dimitri, c'est réellement la création d'un nouveau monde. Un nouveau monde que certains appellent virtuel, mais qui va devenir de plus en plus réel. D'accord? En fait, c'est un nouveau monde plutôt digital, dirais-je. Et en réalité, c'est même plusieurs nouveaux mondes. Parce qu'on ne devrait pas parler de métaverse, on devrait parler de multiverse. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il y a plusieurs métaverses. Alors, la définition, en fait, si on regarde étymologiquement, le métaverse, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la contraction du préfixe méta, qui signifie au-delà, et du mot univers. Donc, c'est un univers au-delà. C'est pour ça que souvent, on le qualifie d'univers virtuel. Eh bien, imaginez que dans cet au-delà numérique, tout est possible. On vous propose en fait de réaliser une nouvelle vie, de nouveaux investissements, de nouveaux rêves. Et donc,
dans le métaverse, vous allez pouvoir vivre la même chose que vous vivez aujourd'hui, mais de manière totalement différente. Vous allez pouvoir vous créer un avatar et vivre des choses, soit que vous ne voulez pas, ou que vous ne pouvez pas, ou que vous n'osez pas vivre dans la vie réelle. Et donc, il y a comme ça un nouveau monde parallèle qui se crée, qui va grandir au fur et à mesure, et forcément, il va falloir légiférer là-dessus. Car je ne sais pas si vous l'avez vu passer, mais par exemple, dans le métaverse, il y a déjà eu des ventes immobilières. Alors, il faut réussir à se projeter. Et pour se projeter, pour que l'être humain puisse vraiment sentir les choses de manière très palpable, en réalité, il y a des outils qui ont été créés. Vous connaissez tous, je pense, aujourd'hui, les masques de réalité virtuelle qui vous permettent donc d'aller, de vous projeter dans le métaverse, mais il y a également plein d'autres choses. Il y a des gants, il y a une combinaison sensorielle où vous avez, outre l'impression de voir des choses, vous avez vraiment l'impression en fait de ressentir aussi bien les émotions que les sensations physiques. C'est-à-dire que avec notamment la combinaison qui a été créée, bien, si vous mettez votre masque de réalité virtuelle et vous partez aux Seychelles et vous plongez, vous avez vraiment la sensation d'être dans l'eau. C'est assez époustouflant. Quel va être le rôle du notaire là-dedans ? Beaucoup disent, avec la blockchain, en fait, c'est la fin de la nécessité des notaires et d'autres professions juridiques et fiscales. Moi, j'en suis pas convaincu. Je suis même convaincu de l'inverse, c'est-à-dire que aujourd'hui, l'être humain s'est donc adapté et a besoin de sécurité, d'accord ? Et cette sécurité, il va falloir la définir justement dans le métaverse. Il va falloir la définir à plusieurs niveaux. Parce que, imaginez que le but, en fait, de la blockchain et du métaverse, c'est qu'on soit sur quelque chose d'horizontal, et non plus sur quelque chose de vertical comme on connaît nous dans la vie réelle. Quand je parle de vertical, c'est que au-dessus, pour ceux qui sont salariés, vous avez un boss. Au-dessus du boss, il y a le PDG. Au-dessus du PDG, il y a les gens qui font les lois. Et au-dessus, on a un président. Et au-dessus, il y a une constitution. D'accord ? Eh bien, tout ça, ça n'existe plus en fait dans la blockchain. Tout ça, c'est supprimé. On est sur quelque chose d'horizontal où, juste en fait, avec une URL, on va vous apporter la même garantie, la même sécurité qu'un notaire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez fait une transaction sur la blockchain, personne ne peut venir la contester. Alors, ça pose quand même quelques difficultés. Et là, je vous encourage, encore une fois, à vous faire entourer des meilleurs. Je vais vous donner un exemple. J'ai récemment réglé une succession d'un jeune qui était parti donc faire un trek. Il n'est jamais revenu. Il a chuté en fait au cours d'une ascension. Donc on l'a recherché pendant plusieurs jours. Et ce jeune, en fait, c'était un jeune qui avait énormément investi en crypto. D'accord ? Et donc il avait des profits de plusieurs centaines de milliers d'euros. Et bien tout simplement, tout ce patrimoine, en fait, on n'a jamais pu le récupérer. C'est-à-dire que, outre le chagrin de la famille, outre les conditions du décès qui étaient terribles, eh bien, il savait qu'il avait du patrimoine et en fait, tout simplement, on n'a jamais pu le récupérer. Pourquoi ? Parce que pour ceux qui pratiquent déjà la crypto, vous savez qu'il faut des identifiants. Et ces identifiants, en fait, vous ne pouvez pas faire un reset et récupérer des identifiants, d'accord ? Eh bien, en fait, on n'a jamais pu récupérer les identifiants et les parents ne savaient même pas c'était sur quelle plateforme. Donc tout ça, c'est perdu. Donc, bien entendu, je recommande pour tous ceux qui font la crypto, à minima, voilà, soit vous avez une personne de confiance, ou soit tout simplement dans un testament, parce qu'on pense qu'un testament c'est fait que pour les vieux, mais pas du tout. Dans un testament, vous pouvez bien entendu préciser que vous détenez sur telle ou telle plateforme de la crypto, et vous pouvez laisser vos identifiants. Après, j'apporte juste une petite info comme ça. Il y a des projets qui se lancent en Web3 où il y a du leg de capsule temporelle, il y a des smart contracts qui permettent de s'activer en cas de constatation d'un décès. C'est tendance. Exactement. Et bien ça, je vous encourage à le faire. Voilà. C'est comme sur vos réseaux sociaux. Hein. Moi, j'accompagne beaucoup de clients qui sont influenceurs, qui vivent en fait des réseaux sociaux. Ils ne se sont jamais posé la question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout simplement, ce sont devenus des personnalités. Mais ils vivent en fait à travers leurs réseaux sociaux. C'est ça en fait leur boîte aujourd'hui. C'est ce qui les fait vivre. Mais demain, il leur arrive quelque chose, que ce soit un handicap, un accident ou un décès. En fait, ils ne se sont pas posé la question de est-ce que quelqu'un pourrait continuer par exemple leur page ? Et aujourd'hui, c'est un vrai sujet. Quand Dimitri vous disait tout à l'heure que toute vérité en fait subit donc 3 évolutions, 3 étapes, moi quand je commençais à parler de ça il y a quelques années, on me disait mais c'était fou, ça sert à rien de parler de ça aux gens dans le testament. Si, aujourd'hui c'est la réalité. Aujourd'hui, regardez, vous avez un jeune qui est décédé et son patrimoine, il est parti, il n'a pas été récupéré. Aujourd'hui, quasiment quotidiennement, j'ai dans mon bureau des gens qui se prennent la tête parce que est-ce qu'on doit continuer ou non la page Facebook ou Insta du défunt ?
Voilà. Sachez que tout ça sont des choses que vous pouvez définir. Et donc, je le redis, un testament, c'est quelque chose qui peut être réalisé le plus jeune possible, parce qu'en fait, c'est le seul document où vous allez pouvoir gouverner alors que vous n'êtes plus là. Voilà. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est que on fasse une petite session de questions-réponses, si ça vous va. De toute façon, ce que vous disiez pour les influenceurs, c'est vrai aussi dans les entreprises, lorsqu'il y a une utilité personnelle, c'est-à-dire que si le business fait par la personne dépend de la confiance que les clients ont en la personne. C'est la problématique de l'homme clé, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous connaissez la statistique, est-ce que vous savez combien de sociétés ferment au décès du chef d'entreprise? Les 80%. 80%. C'est ça. 80% des boîtes qui ferment au décès du chef d'entreprise. Pourquoi? Parce que le chef d'entreprise n'a pas pris le temps de prévoir l'après lui. D'accord? C'est-à-dire qu'en cas de décès accidentel ou en cas de décès même par vieillesse, en fait, tout simplement, s'il n'y a personne qui est apte à reprendre, et même s'il y a des gens qui sont aptes, dès lors que les héritiers ne sont pas d'accord pour que ce soit telle personne, ou que les héritiers ne sont pas d'accord si l'un d'entre eux ou plusieurs d'entre eux veulent reprendre, eh bien tout ça, en effet, il y a des actes en fait qui existent. Il y a un mandat de protection future, il y a un mandat effet posthume, c'est des actes qui coûtent entre 300 et 400 euros. C'est fort dommage en fait, parce que ça permettrait à des sociétés en fait de continuer à vivre. Justement par rapport à ces testaments, en cas de décès, là je parle pour les parents, en cas de décès ou de handicap, gros handicap, le parent devient incapable de pouvoir émettre la vie, est-ce que dans ce testament, c'est les mêmes conditions de cession que pour l'argent classique? Je parle pour la crypto, pour les enfants. En fait, c'est simple. Tout bien qui est dévolu, donc qui revient à des enfants mineurs, pour le céder, il faut l'intervention, 1, de son administrateur légal, et 2, du juge des tutelles, s'il s'agit d'actes de disposition. Le parent survivant ne peut pas administrer, par exemple, les comptes de l'enfant. Il peut taper dedans pour l'éducation des enfants et l'entretien de la famille, mais il ne pourrait pas vendre sans l'accord du juge des tutelles. Donc il faudrait une autorisation du juge, et tous les ans, en fait, le parent survivant doit rendre des comptes au juge des tutelles. Maintenant, vous pouvez tout à fait définir dans un testament de manière conventionnelle que le parent survivant ou une personne de votre choix, car vous pouvez tout à fait nommer un administrateur conventionnel autre que le parent survivant. Hein. C'est notamment le cas lorsque les parents se séparent. Ils disent, attends, si je décède, je ne veux pas que ce soit mon ex qui gère le patrimoine que je laisse à mon enfant. Donc je peux déterminer et choisir une autre personne, et donc je peux lister les actes que la personne pourra faire ou non, dans une certaine limite. Hein. Je ne peux pas squeezer l'intervention du juge, mais je peux tout à fait prévoir que jusqu'à 10 000 euros par an, par exemple, je pourrais faire des arbitrages dans l'intérêt de l'enfant, pour lui payer des affaires, l'école, les activités périscolaires, etc. Tout à l'heure, je vais revenir sur la plus-value qu'on fait sur les cryptocurrencies. Et quand est-ce qu'on réalise une plus-value? C'est-à-dire, si moi je vends, j'ai fait de l'argent avec le Bitcoin, mais je vends et j'achète des USD, c'est-à-dire stablecoin. Est-ce que c'est considéré comme plus-value ou vu que je suis toujours sur le... Genre, comment ça... Excellente question. C'est vrai qu'on est passé un peu vite dessus, mais dans la slide, ça y était. Alors, aujourd'hui, le champ d'application, pour que vous soyez taxé à la plus-value, il faut qu'il y ait vente ou échange avec autre chose qu'une crypto. C'est-à-dire que si je sors du Bitcoin et je vais par exemple sur de l'USDT, c'est un échange entre cryptos, ce n'est pas taxé à la plus-value. D'accord? Donc c'est en effet un excellent moyen aujourd'hui pour sécuriser votre plus-value latente. D'accord? J'arbitre, je sors, que ce soit Ether ou peu importe, au Bitcoin, et je vais aller par exemple sur du stablecoin, et je vais rester dessus pendant un certain temps. Tant que je ne sors pas définitivement de la crypto, tant que je n'achète pas un bien, ou que je ne vends pas avec un transfert en fiat, donc en monnaie officielle, eh bien je ne suis pas taxé. Attention, si je fais un échange entre deux cryptos, mais avec une soult, là, je suis taxé. Alors qu'est-ce que c'est une soult? Imaginez, je prends mon téléphone, je l'échange avec les chaussures de Dimitri, par exemple. Donc on va dire que mon téléphone il est d'occasion, donc il vaut moins que les chaussures de Dimitri. Ok? Peu importe la valeur. Donc,
Et du coup, Dimitri va me dire, attends, mais t'es gentil, mais moi je suis en train de te donner un truc qui vaut 2000 euros, toi de ton téléphone il vaut 500 euros. Il y a un problème, l'échange, il n'est pas équilibré. Donc moi je vais devoir mettre la main à la poche, d'accord, pour augmenter la valeur et pour lui donner une contre-valeur de 2000 euros. Dans mon exemple, mon téléphone il vaut 500, donc je vais prendre du cash pour lui donner 1500 euros en cash pour arriver à 2000. Donc imaginez-le en crypto. Vous échangez une crypto avec une autre, mais la crypto que vous donnez a la moins de valeur. Bah, du coup, vous devez compenser avec une soult, avec une somme d'argent. Là, du coup, il y en a un qui a récupéré une somme d'argent. Donc l'administration fiscale taxe. Sinon, ça aurait été un moyen en fait détourné pour sortir en fiat sans être taxé. Donc, les cas de taxation, 1, je transfère ma crypto en fiat, d'accord. 2, j'achète un bien avec la crypto, d'accord. 3, je fais un échange en crypto, mais avec une soult. Ok. Ça a répondu à la question. Pour le niveau droit de succession, par exemple, il y a un parent qui meurt, il y avait beaucoup de crypto, il y a une valeur, les enfants les droits de succession sont à partir du moment qu'ils ont plus de 100 000 euros d'héritage. Comment c'est jugé? Alors, aujourd'hui, ce qui est certain, c'est comme on a une définition, comme il y a une taxation, eh bien c'est un actif comme un autre qu'on doit retrouver dans la déclaration de succession au niveau des biens listés dans l'actif de succession. Donc, quelle va être la valeur? On va regarder la contre-valeur au jour du décès. D'accord? Et c'est cette valeur qui va être indiquée dans la déclaration de succession. Comme vous le disiez justement, on va regarder ensuite le montant total de l'actif, voir si c'est ou non taxable au droit de succession. Merci à tous, merci Dimitri. Et pour ceux qui ont encore des questions, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dans le métaverse pour la suite.